Bonsoir mesdames et messieurs. Depuis le mois d'octobre 2020, Bruxelles Laïque s'associe à Zine TV pour vous proposer des rendez-vous réguliers autour d'une question. Liberté, sécurité, faut-il choisir? Cette question anime une campagne d'éducation permanente qui vous propose donc des émissions que vous pouvez retrouver sur nos chaînes YouTube et sur nos pages Facebook. Et elles ont permis d'aborder une série de préoccupations comme par exemple la sécurité sociale, mais aussi l'état des droits et les libertés individuelles face aux mesures sanitaires. Cette campagne touche tout doucement à sa fin, mais peut-être qu'en faisant un tour sur nos supports numériques, vous pourrez trouver des intervenants, des intervenantes ou des thématiques et des approches qui vont peut-être donner du sens à cette situation, à cette période inédite que nous traversons. Ces émissions sont transmises ou enregistrées dans nos locaux à Bruxelles Laïque qui ont été transformés en studios éphémères pour répondre aux mesures sanitaires. Et nous attendons, nous espérons pouvoir bientôt nous retrouver en votre présence comme dans nos habitudes, notamment par exemple dans le cadre du Festival des Libertés que nous espérons pouvoir programmer en 2021. En attendant, il y a encore un rendez-vous le jeudi 11 mars. À cette date, vous pourrez suivre une émission consacrée aux lanceurs d'alerte. Ça clôturera ce cycle. Le débat de ce soir s'inscrit pleinement dans l'actualité d'épidémies, de pandémies, de crises globales et rassemble donc un panel international, un panel de chercheurs et de chercheuses. Et il s'inscrit aussi dans un partenariat qui a démarré déjà en 2019, un partenariat qui rassemble le monde académique et l'éducation permanente autour de l'atelier genre et sexualité, de l'Observatoire du sida et des sexualités. Et pour cette année, on accueille le NADI, le Namur Digital Institute, qui vous propose donc une réflexion à 4 voix intitulée « Biopolitique et pandémie du VIH-Sida au Covid-19 ». Depuis un an, nous vivons soumis à une série de mesures qu'on peut qualifier de biopolitiques. Pour protéger nos vies, pour essayer de ménager nos systèmes de soins, ces mesures limitent nos libertés et exposent les vulnérabilités de nos corps sociaux. Ce qui vaut peut-être la peine de rappeler, c'est que les experts qui conseillent nos gouvernements pour la mise en place de ces mesures travaillent à partir de connaissances qui, elles ont une histoire. C'est vrai que la situation est inédite, mais les connaissances, elles sont situées quelque part dans une chronologie, dans une histoire. Et ce n'est pas un scoop, vous savez que tous les siècles précédents ont été marqués par des épidémies. La plus marquante, celle qui a marqué nos esprits, en tout cas pour ceux de ma génération et des générations précédentes, c'est celle du VIH-Sida. Alors, il est question de voir quel parallèle il y a entre ces virus, entre ces épidémies, et surtout quels enseignements peut-on tirer des enjeux sociaux et politiques mis en évidence par l'épidémie de VIH-Sida et qui pourraient éclairer le cours de la pandémie actuelle. Alors, pour répondre à ces questions, avec un format particulier de mise en lien de nos intervenants, de nos panels, nous avons donc le bonheur, le plaisir d'accueillir Charlotte Pézeril. Bonsoir Charlotte, bienvenue. Vous êtes anthropologue et directrice de l'Observatoire du sida et des sexualités. Bienvenue. Merci. Nathalie Grandjean, vous êtes philosophe et vous êtes attachée au Namur Digital Institute de l'Université de Namur, donc, et vous êtes autrice des généalogies des corps de Donna Haraway, Féminisme, diffraction, figuration, qui vient de paraître il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai reçu un exemplaire ce matin et je suis vraiment très contente de pouvoir les lire bientôt. Bonsoir. Bonsoir, merci. C'est un peu bizarre parce que je regarde la caméra, mais j'ai envie toujours de regarder aussi notre panel qui se trouve en face de moi.
Ensuite, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter par écran interposé aussi Gabriel Girard. Bonsoir, vous êtes sociologue et chercheur à l'Institut national de la recherche et de la santé médicale à Marseille. Bonsoir. Et finalement, je voudrais aussi donner la bienvenue à Hakan Seçin-Elgin. Hakan, bonsoir, vous êtes politologue à la London School of Economics and Social Sciences. Hakan, vous allez vous exprimer en anglais et vos propos vont être sous-titrés par la suite. Parce qu'en effet, ce débat est enregistré. Nous sommes le 25 février, mais il sera mis en ligne, donc vous pourrez, le grand public pourra le découvrir une semaine plus tard. Donc c'est important peut-être de faire cette précision parce que il y a un décalage et surtout il y aura un comité de concertation demain. De ce fait, peut-être que certaines mesures dont il sera question lors de nos échanges vont être affectées ou peut-être éventuellement changées. Donc, merci de tenir compte de ces petits décalages. Donc, le comité de concertation qui aura lieu demain. Juste avant de donner la parole à notre panel, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai juste envie de vous parler d'un de nos partenaires. C'est l'atelier Genre et Sexualité, qui est un centre de recherche attaché à l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles, qui rassemble des chercheurs et des chercheuses en histoire, sociologie et en sciences politiques, et dont un de ses membres fondateurs, David Paternotte, nous suit aussi en temps réel et qui va communiquer avec nous des questions éventuelles du groupe des doctorantes qui va amener un peu d'interactivité dans cette émission qui est donc retransmise avec quelques jours de décalage. Voilà, je trouve que j'ai déjà pas mal parlé. J'ai vraiment très envie d'écouter notre panel et donc je vais tout de suite donner la parole à Nathalie Grandjean qui va planter le concept clé autour duquel nos échanges vont avoir lieu. C'est celui des biopolitiques. Nathalie, donc quel serait l'intérêt de ce concept de biopolitique pour comprendre les crises sanitaires, les épidémies? Merci Paola, bonsoir tout le monde, merci de nous écouter. Oui, je prends un peu la casquette de celle qui introduit en prenant quelques minutes pour rappeler ce qu'est le concept de biopolitique, son histoire, son intérêt et puis voir un peu comment ce concept nous aide à penser notre actualité. Alors, c'est quoi la biopolitique? La biopolitique, c'est un concept qui est élaboré par Foucault, Michel Foucault, un philosophe français, né en 1928 et mort en 1984. Et pour le dire en une phrase, c'est ce qui se passe dès que les êtres humains, en tant qu'espèces vivantes, deviennent l'objet d'une stratégie politique générale de santé, on va dire ça comme ça. Alors, la biopolitique, c'est un concept qui s'inscrit dans les travaux de Foucault sur la société disciplinaire, c'est-à-dire ce que Foucault identifie comme étant finalement un modèle de gouvernementalité qui agit sur les corps, avec cette idée, si vous voulez, que le pouvoir passe à travers les corps, d'où l'idée de biopouvoir ou de biopolitique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce concept de biopolitique, Foucault va donc s'en saisir, va l'inventer, mais en même temps, il va en faire d'abord un concept de travail, et donc il ne va pas vraiment tout à fait le fermer, ce qui va donner en fait un caractère très prolixe, très labile à ce concept, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs vont s'en emparer, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a une grande postérité pour ce concept. C'est un concept qui est très polysémique, qui a une grande réception. Je pense à des auteurs comme Agamben, Arthenegri, Lemke, Rose, et toute une réception aussi anglophone qui va s'emparer de ce concept. Alors par contre, Foucault, lui, il va en fait délaisser ce concept pour le concept de gouvernementalité, c'est-à-dire la conduite des conduites. Alors je parle de ce concept parce que je pense que c'est quand même aussi un concept qui nous aide à penser toujours aussi notre actualité, même si c'est un concept qui est moins centré sur la question du corps. Alors, de manière un peu plus dans le détail, c'est quoi la biopolitique selon Foucault? Alors, historiquement pour Foucault, les pratiques de gouvernement tentant à garantir et à renforcer la santé du corps collectif, ça se fait à travers une préservation finalement de quatre enjeux. L'enjeu de natalité, l'enjeu de morbidité,
un enjeu d'habilité et enfin le fait qu'on soit attaché à un milieu. Alors la natalité, vous le comprenez assez bien, c'est ce contrôle sur les phénomènes de la fécondité, de la longévité, de la mortalité, de la gestion statistique et administrative de ces mêmes phénomènes, la politique de développement et de régulation démographique, tout ce champ-là de gestion des naissances, avec le mathusianisme, etc., font partie de la biopolitique, tout comme, à l'inverse, l'attention sanitaire à l'égard des maladies épidémiques et endémiques, telles dans lesquelles nous sommes en tant que crise, mais aussi des maladies, je dirais, générales qui affecteraient ce que Foucault appelle le corps social. Alors, troisièmement, cette question d'habilité, c'est alors là plutôt la question du contrôle des événements et des phénomènes qui compromettent l'habilité et l'activité des individus, donc tout ce qui est de l'ordre des accidents, des infirmités, des anomalies, de la vieillesse. Et ça aussi, c'est une gestion, si vous voulez, politique, d'une vision très large de ce qu'est la santé publique, en lien là avec plutôt une question d'assurance ou de sécurité sociale. Et enfin, quatrièmement, encore, si on élargit encore un peu le scope, c'est cette intervention sur le rapport entre les hommes et leur milieu en tant que système naturel, géographique, climatique, hydrographique, et en tant que contexte qui résulte surtout d'un processus d'urbanisation. Donc c'est vraiment aussi penser les villes, et on sait que Foucault, dans ses travaux sur la biopolitique, va d'abord ancrer ses travaux sur une gestion finalement épidémique dans les villes. Mais ça, je laisse, mes collègues aborder ce pan-là de la biopolitique. Mais on voit que c'est donc très fort lié au milieu, et on pourrait d'ailleurs ouvrir un nouveau champ de recherche de la biopolitique à travers toutes les questions climatiques, et les questions du dérèglement et du réchauffement climatique. Alors, une autre chose qui est très importante aussi, à mon avis, à savoir, enfin, que Foucault nous dit sur la biopolitique, c'est que c'est toujours quelque chose qui se joue à la fois sur un pan individuel, c'est ce que Foucault va appeler l'anatomopolitique, c'est-à-dire que c'est vraiment une discipline des corps particulier, et on a vu que pendant le premier confinement, le fait que les corps soient confinés dans les intérieurs, dans les maisons, il y avait quelque chose qui relevait à la fois de cette gestion des corps individuels, et en même temps aussi une gestion collective, donc c'est ça, c'est politique de santé publique, la société dans son ensemble qui va respectivement, grâce à l'application de disciplines, et c'est bien comme ça d'ailleurs que Foucault caractérisait cette société par, si vous voulez, une normalisation des corps à travers un schéma préétabli qui doit conduire à une gestion. Donc dans biopolitique, il y a à la fois normalisation, mais il y a aussi gestion, et donc du coup derrière tout ça, il y a la question de la politique, et donc du coup de la gouvernementalité, donc ce concept que Foucault finalement a préféré. Lui a préféré. Alors, quelques exemples pour situer un peu le propos. On voit que certaines formes de la biopolitique ont été totalitaires dans l'histoire. On voit ça avec le nazisme, un biologisme raciste, où on a vu que là, il y avait clairement à la fois cette dimension individuelle et collective, d'une gestion avec une idée de la race derrière. Dans le même siècle, on va dire, les purges totalitaires des pays communisme, on a vu que la psychiatrisation de la dissidence on pouvait aussi en faire une lecture tout à fait biopolitique. Et je dirais que dans des formes néolibérales plus contemporaines, dans les politiques d'assistance et de welfare social, on peut par exemple dire on peut discuter sur le fait que, par exemple, l'injonction ou la prescription de l'allaitement est quelque part une forme de biopolitique où on se dit que c'est la meilleure chose à faire pour son enfant. Et toute une série de raisons qui poussent à l'allaitement, tant pour des raisons individuelles que, je dirais, de santé générale du corps social. Alors, en termes de politique de sécurisation, donc je pense aussi que les questions, la biométrie dans les espaces publics, c'est aussi une forme de biopolitique, où finalement on impose une lecture aussi du corps social. Et là aussi, on peut voir ça comme une gestion biopolitique de la sécurité. Alors, pour terminer, juste quelques petits mots sur finalement en quoi ce concept de Foucault est-il toujours utile pour penser notre actualité? Alors, il est à la fois toujours utile, oui et non, mais en même temps, je trouve que c'est un concept qui fait penser parce qu'il est traversé par toute une série de contradictions. Si on se dit, tiens, faisons une analyse avec ce concept de biopolitique de notre actualité, oui, évidemment, il y a des volontés biopolitiques de gestion de la pandémie, et on le voit, les gouvernements, d'ailleurs, à travers les comités de concertation, finalement, ne font peut-être pas autre chose, dans une certaine mesure, en tout cas, affirmer cette volonté de biopolitique. Et en même temps,
on voit que ces aspects volontaristes se noient un peu dans le délitement organisé des institutions, justement, qui faisaient la société de discipline, comme les hôpitaux, les espaces de soins, etc. Et donc, on voit que là, il y a une contradiction à l'œuvre et qui fait que, à la fois, le concept est toujours utile et en même temps, il montre aussi toutes ses limites, quoi. Et donc, on peine à se demander s'il a toujours finalement une actualité. Autre exemple, il y a évidemment un consensus bioéthique général sur l'importance de préserver la vie à tout prix. C'est bien ça qui nous a contraints à toute une série de gestes biopolitiques comme le confinement. Mais en même temps, ce consensus est traversé par des interprétations différentes de ce qui fait préserver la vie. C'est quoi finalement préserver la vie, ce qui fait la vie? Est-ce que c'est l'immunité collective? Est-ce que c'est sauver l'économie, comme faisait le faire Trump? Ou bien, voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel finalement préserver la vie, on voit que cette injonction bioéthique n'est pas forcément si claire. Et aussi, deuxième chose, on voit qu'il y a des vies qui comptent plus que d'autres. Et là, on voit qu'on peut évidemment, et ça c'est tout à fait aussi biopolitique, il y a des inégalités, race, classe, genre, et encore d'autres types d'inégalités qui traversent en fait et qui créent des contradictions dans cette possible réception du concept de biopolitique. Mais en tout cas, et ça me permettra de passer la parole à mes collègues, ce concept, bon, même si on voit qu'il a, entre guillemets, ses limites, il nous permet quand même toujours, je pense, et c'est bien l'enjeu de ce soir, d'interroger la relation de gouvernementalité, entre guillemets, donc de biopolitique, et la relation de gouvernementalité que l'État entretient avec ses sujets. Et je mets ça avec un grand guillemet, puisque Foucault n'aurait pas utilisé le mot sujet, mais en même temps, on voit que là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, comment finalement gouverne-t-on en temps de pandémie? Gouverne-t-on les corps? Et donc, je pense que là, il y a toute une actualité que j'espère que ce soir, nous aurons l'occasion de discuter. Mais voilà, je passe la parole. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Effectivement, voilà, on est en plein dedans. On est vraiment dans un concept qui porte, qui ouvre la porte effectivement sur pas mal de niveaux qu'on peut comprendre, qu'on peut ouvrir et qu'on va explorer certainement. Voilà, donc j'aurais envie alors de passer la parole tout de suite à Gabrielle Girard. Gabrielle, après cette première introduction, cette manière de poser les concepts, il est peut-être nécessaire aussi de voir, donc on parle de biopolitique et de gestion biopolitique dans le contexte d'une pandémie. Et mais on a dit, donc j'ai évoqué dans l'introduction, ce n'est pas une première mondiale, c'est quelque chose, les pandémies font partie de notre histoire. Et il serait peut-être intéressant de voir quels enseignements tirer de l'épidémie de VIH-Sida. Peut-on inclure dans ce qu'on est en train de vivre maintenant? Et comment est-ce que les savoirs de l'expérience et les expériences de la société civile peuvent aussi éclairer cette expérience, cette situation qu'on est en train de vivre, et peut-être aussi en lien avec ce concept de biopolitique? Merci pour la question et merci pour l'invitation. C'est effectivement une question importante et moi je vais en parler à partir de mon expérience et de mes travaux de recherche sur le VIH-Sida. Donc le lien entre les deux pandémies, je le fais aussi par mon parcours. Vous l'avez dit, je suis sociologue, je travaille en France à Marseille, et j'ai vécu aussi au Québec et j'ai une histoire, un parcours, en fait, une trajectoire d'engagement dans la lutte contre le sida sur les deux continents, en France et au Québec, et comme militant et comme chercheur. Alors c'est évident que quand on a vu déferler la pandémie de Covid-19 à l'hiver 2020, on a été un certain nombre d'acteurs, actrices de la lutte contre le sida, d'observateurs, journalistes, à spontanément être amenés à penser, à faire des parallèles avec cette épidémie qu'on connaissait bien, qui est le sida. Alors, pour donner juste quelques points de repère, on parle dans les deux cas d'une pandémie mondiale qui fait irruption dans nos vies de manière assez brutale, qui bouleverse le quotidien de centaines de millions de personnes, et pour le Covid peut-être de milliards de personnes, qui réveille des peurs ancestrales, et en particulier la peur des autres, la défiance vis-à-vis d'autrui, qui transforme notre rapport à la mort des proches et qui met à mal nos manières d'envisager la science, la santé publique et les relations sociales.
Donc, en disant tout ça, c'est une liste assez générale, mais qui permet de mesurer en fait que quand on parle d'épidémie, de Covid, de VIH, mais aussi d'autres épidémies, on touche un peu à toutes ces dimensions qui sont des dimensions fondamentales de la vie en société, de dimensions sociopolitiques fondamentales. Et tous ces ingrédients étaient réunis en mars dernier, quand on a pris conscience en fait de l'ampleur de la pandémie. Alors, il y a évidemment tout un tas de différences qui sont majeures entre les deux pandémies. Je n'entre pas dans le détail. Mais le jeu de la comparaison entre VIH et Covid, et on est aussi là pour en parler ce soir, il a pu se poursuivre aujourd'hui, sans doute parce qu'on a besoin, c'est nécessaire pour nous, en tant qu'humains, de prendre la mesure des bouleversements qui ont été entraînés par la pandémie, par la crise sanitaire actuelle, et que dans ce cadre-là, pour prendre la mesure de ces choses-là, le retour sur le passé est un bon moyen de réfléchir, de travailler collectivement, et c'est un peu là-dessus que j'aimerais intervenir en traçant quelques parallèles, quelques points de discussion entre les deux. Parce que, évidemment, dans les enseignements ou les acquis de la lutte contre le sida, et notamment des acquis de ce que la société civile a pu apporter à la lutte contre cette épidémie de sida, il y en a plusieurs qui résonnent, à mon avis, fortement avec la situation actuelle. Ils pourraient nous servir du moins d'inspiration, au moins d'un point d'appui pour penser la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Alors, premier point, et c'est un premier constat un peu fort et qui est malheureusement durable, c'est que la prise en charge de la pandémie qu'on connaît actuellement de Covid, elle a été, puis elle reste avant tout biomédicale et épidémiologique. Alors c'est vraiment pas très étonnant, puisqu'il s'agit d'une crise sanitaire avec tout ce que ça peut apporter d'urgence, de volonté de réagir vite, de gérer des personnes malades, des personnes en difficulté, des personnes qui décèdent. Et donc c'est évident que la biomédecine se retrouve au premier plan. Et ce qui est un peu attristant, désolant peut-être, c'est quand on pense aux acquis de la lutte contre le sida et d'autres épidémies par le passé, c'est qu'on a réussi à faire dans ces épidémies-là que les usagers du système de santé, les personnes concernées en fait, avaient une place, avaient une voix. Et on a vu qu'avec le Covid, et ça est en train d'évoluer progressivement, mais ça a été structurellement une épidémie qui a été complètement appropriée par la biomédecine, par une réponse très biomédicale et épidémiologique. Et alors, ça a beaucoup d'explications, mais sans doute un fondamental, c'est que, à la différence du VIH notamment, les communautés ou les groupes concernés par le Covid étaient beaucoup plus disparates, beaucoup plus diffus. C'était un peu toute la société. C'était aussi beaucoup, d'abord et avant tout, les soignants qui étaient confrontés à l'afflux des personnes atteintes, les malades bien sûr, mais on n'est pas malade du Covid toute sa vie. En tout cas, quand on est guéri, on peut réêtre infecté, mais en tout cas, c'est pas une maladie chronique à ce stade, même si on verra tout à l'heure, j'en parlerai, il y a des formes qui ressemblent à la chronicisation. Mais en tout cas, les mécanismes de représentation, tout ce qu'on avait forgé, tout ce qui a été forgé dans la lutte contre le sida, c'est comme un peu grippé dans les premiers mois de l'épidémie. Et ça a laissé sa marque, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il me semble, dans la manière dont on pense l'articulation entre société civile, personnes concernées par la pandémie, c'est-à-dire un peu tout le monde, et puis les décisions politiques, les décisions médicales. En France, on a, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays, un conseil scientifique qui a été mis en place très tôt, qui réunit beaucoup d'experts, mais dans laquelle la société civile a une part extrêmement réduite et qui a été une représentation finalement assez tardive. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire en fait ? Quel enseignement on pourrait tirer de l'expérience du sida ? Peut-être sortir d'un aveuglement collectif, dont moi j'étais un des instruments aussi, c'est que il y a des mobilisations de la société civile qui existent depuis le début de la pandémie. Alors, quelques exemples, il y a des banques alimentaires qui sont mises en place très vite pour gérer des situations sociales rendues difficiles par la crise sanitaire. Il y a tout un tas d'entraide, de groupes d'entraide dans les quartiers qui se sont créés, notamment dans les quartiers populaires, et qui ont été des initiatives tout à fait par le bas, tout à fait innovantes, et qu'on n'a peut-être pas vues, en fait, qu'on n'a pas vues tout de suite, en tout cas, et qui relèvent, selon moi, d'un des acquis forts de la lutte contre le sida, qui est la santé communautaire, c'est-à-dire l'auto-organisation citoyenne autour des enjeux de santé. Et ça s'est mis en route assez tôt, et on a peut-être tardé, que ce soit les décideurs, mais aussi les chercheurs, à le voir et à le penser comme, il se passe comme quelque chose, et malheureusement, c'est pas assez pris en compte par les autorités de santé. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais insister,
qui est un peu relié au premier, c'est ce qu'on appelle la mobilisation des premiers et des premières concernés. Ça, c'est quelque chose qui a été très fort dans le VIH, la parole des personnes atteintes. Alors évidemment, pour le Covid, je l'ai dit, c'est différent. Les personnes atteintes le sont, on le souhaite en tout cas, que ponctuellement, parfois malheureusement plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, mais ce n'est pas une condition chronique pour le moment. Et c'est vrai que ça ne contribue pas à ce que les personnes s'organisent pour faire entendre une voix autonome sur ce qu'elles sont en train de vivre. Dans le début de la pandémie, on avait surtout d'ailleurs le recours à des témoignages ponctuels de patients qui racontaient comment ils avaient été surpris par cette maladie, comment ils s'étaient sentis très affectés par la maladie, mais ça restait de l'ordre du témoignage et pas du tout d'une prise de parole un peu plus organisée ou un peu plus collective autour de la maladie. Alors je dis ça, et à la fois il y a des choses qui sont en train de changer. On a en France un collectif qui s'appelle Après J20, qui en fait regroupe des personnes qui font des formes de Covid long, qui sont affectés par une forme chronique du Covid, et qui se sont constitués en association, qui sont constitués en réseau, grâce aux réseaux sociaux notamment, et qui font entendre en fait une voix des personnes atteintes, une voix des personnes concernées, tout à fait pertinente et originale, et qui d'ailleurs a beaucoup à faire pour faire entendre leur réalité, parce qu'elle est malheureusement encore souvent niée, à la fois par les décideurs, mais aussi souvent par des professionnels de santé qui estiment qu'en fait c'est simplement psychologique, alors que eux vivent des symptômes tout à fait physiques liés à un Covid de longue durée. Donc il me semble que ce combat des Covid longs est une des expressions intéressantes et sur laquelle on pourrait réussir et peut-être essayer d'arrimer les acquis de la lutte contre le sida, en s'apprenant mutuellement finalement de ce qu'ont pu être les mobilisations de patients. Parce que pour avoir discuté avec des gens de l'association dont je parlais, après J20, ils se heurtent à tout un tas d'obstacles de la part des professionnels de santé, des décideurs, des chercheurs, pour faire reconnaître et entendre leur voix. Et là, on a beaucoup de choses qu'on a apprises à travers le VIH-Sida qui pourraient leur servir de manière presque automatique. Donc, à mon avis, il y a des solidarités entre pathologies à envisager dans cette situation-là. Dernier point, puis je terminerai là-dessus, c'est que la pandémie actuelle a mis en lumière, elle a parfois mis la loupe sur la complexité des relations entre science et société. Alors on l'a vu en France et ailleurs, beaucoup d'ailleurs, autour de l'hydroxychloroquine, le traitement dont on nous vantait les effets au début de la pandémie. On l'a vu aussi avec les hésitations, les atermoiements des autorités autour du masque et des preuves scientifiques autour du masque, mais aussi de manière plus générale sur les traitements et la vaccination plus récemment. Certains ont regretté en France qu'on ait 40 millions d'épidémiologistes ou 40 millions de médecins, c'est-à-dire autant de personnes qui, par leur regard profane, se sentent autorisées à donner leur avis sur tel et tel phénomène, telle et telle situation, et phénomène sans doute amplifié par les réseaux sociaux. Et il me semble que je le dirais autrement, cette revendication collective aussi de rapport au savoir, c'est aussi l'aspiration de beaucoup d'entre nous à mieux comprendre comment fonctionne la science, mais aussi à ce qu'il y ait une plus grande transparence en la matière, dans le fonctionnement de la science, dans le passage de la science vers la société. Et là aussi, la lutte contre le sida est porteuse de nombreux acquis, nombreuses leçons en la matière, autour de l'auto-organisation des personnes concernées, mais aussi de la transparence sur les essais thérapeutiques, notamment. Alors, il me semble, et je terminerai. Ouais. Oui. Brièvement alors, parce que... Il me semble que c'est ça, il y a quelque chose à repenser dans ce maillage entre science et société, à toutes les échelles, pas simplement à l'échelle des décideurs, mais aussi dans la population générale. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment en plein dans pas mal de questionnements et des préoccupations qui ont été débattues dans d'autres débats qu'on a proposés dans ces formats. Et effectivement, cette question de comment est-ce que les savoirs scientifiques peuvent gagner la confiance et peuvent atteindre d'une manière plus directe les différents publics, c'est vraiment une question centrale et hautement prégnante dans nos démocraties actuellement. Voilà, donc après ce premier questionnement autour effectivement de savoir des expériences des premières et premiers concernés, allons peut-être vers un regard plus macro, plus global, puisque c'est une pandémie, une question globale. Et donc les questions nord-sud sont aussi affectées.
est traversée par la pandémie. Et on peut se demander comment les enjeux géopolitiques se dessinent dans cette situation pandémique actuelle, notamment en matière d'inégalité entre les pays, entre le Nord et le Sud globaux. Et quels parallèles aussi peuvent les chercheurs comme Hakan Seçkinelgin proposer dans le regard par rapport à cette comparaison intéressante entre VIH-Sida et Covid-19. Merci Hakan de prendre la parole suite à cette question. Thanks very much for the invitation, and hello everyone. And I'm sorry I'm doing this in English, but here we are. I think there's no doubt, I think HIV experience in the last 35 years or so will allow us to think what are the issues we also observe emerging in COVID case. For us, those of us who worked on HIV/AIDS as a sort of social science researchers, HIV has always provided, I think, a lens to understand the inequalities in societies, patterns of discrimination, why certain people were not heard, why they were not having access to resources, why these people and not the other group. So it's an extraordinary lens and remains so to understand the fault lines in societies, who can participate, who can't. And not only in specific countries, but also across international borders, differences between countries, different capabilities in different countries to be able to address and engage in these discussions to address people's needs around HIV issues. And I think COVID is moving in that direction too. Although, of course, COVID is a very different kind of pandemic than HIV has ever been, in terms of its speed, in terms of its sort of spread. And as we were told, it's sort of putting nearly the entire population by the way it transmits in danger to a degree. So it's a very different disease. But nonetheless, it's still unfolding in the existing structures of inequality, political discriminations, political voicelessness. So the context within which it's unfolding, of course, is affecting how it is addressed, whose needs can be addressed. And I think this is really important to understand. Because it is medicalized, I don't think everyone's needs addressed in the same way, or everyone's problems are heard in the same way at an international level. So it's quite important to understand the already existing context of inequality, I think. And I will talk about two things in this context. One of them is they are linked, of course. One of them is the context of neoliberalism, which, of course, most countries are living with in terms of the withdrawal of the state from the provision of welfare and as well as health needs. And the second one is the way in which neoliberalism has affected international relations in terms of resource allocations and people's access to pharmaceuticals. And I think in the first case, I just talk about the UK experience a little bit because it was quite difficult for those of us who were living in the UK. As the pandemic unfolded, it was becoming very clear that the care homes where elderly live were affected hugely, and a lot of older people were dying. And the question was, well, why is this happening? And of course, the issue was they were not only affected because of their age, they were not because they were more vulnerable in terms of their health, but because of the context within which they were living, which was created by neoliberalization of health system that privatized the care homes. So when the epidemic as an emergency happened, essentially privatized care homes were nearly outside the concern for the health system. Assumption was that, privatized businesses can deal with that themselves. We have to focus on the national health system, which was important. But of course, care homes were not necessarily part of that. And this was one outcome of total neoliberalization of the system, how we can actually ignore people's
lives in such a sort of stark terms. And I think this is quite depressing. And I think, of course, that takes me to the vaccine issue now. What we are looking at, vaccine question, it's very important the vaccines are developed. Everyone has an access to vaccines so that people can move out of this lockdown position. But of course, if you look at the way in which the debate is taking place in terms of the distribution of vaccine, who has access to vaccine, which countries are able to obtain vaccine, and which countries are waiting charitable donations to deal with the vaccine issues. And this is again unfolding in the existing inequalities across the world. This essentially replicates our experience with HIV. I mean, of course, we knew how to deal medically with HIV in 1996. Treatment was possible after 1996. That changed radically our lives in the sort of rich countries, but it didn't take effect until a decade after in sub-Saharan Africa, for instance, where I've been working over 20 years. And why was that? Well, because it was the private intellectual property rights, the private production of pharmaceuticals, which are really important for people's everyday lives. Entirely privatized system. And we are essentially replicating the same problem now with vaccinations. We are told 70% of the world's 7.8 billion people will have to be vaccinated. If we can't change, if this can't be addressed at this stage, given the severity of the need, move to a public production and public provision of this in terms of on the basis of need rather than on the basis of charity, and on the basis of rights, people's right to health and life, when can we change this system of inequality which seems to find a way of replicating itself? Again, we are looking at the vaccine provision. I mean, it's a great news that WHO's program delivered the first 600,000 vaccines to Ghana. It is important, but it is a drop in the ocean. How sustainable is this? Why are we doing this in this way? Why are we doing it on the basis that rich countries donate money so that vaccines can be bought from the pharmaceuticals to be delivered to less resource-rich countries, or they should wait until we all are vaccinated, and then whatever is left over, we can send them to those countries so that they can be vaccinated. I mean, this is utter charity, and in the middle of an epidemic, of course, it's very limited. We are trying to protect ourselves, quote unquote, whoever we are in these very wealthy countries. And there's no consideration of right to health, how health systems should be supported in these countries to be able to maintain vaccine interventions over time. And I think these are the very stark comparisons with HIV and in terms of the way treatment provision is provided. We developed a model where international consortiums buy from pharmaceuticals to provide the medicine into resource-poor settings to motivate pharmaceuticals to produce these privately. So we are doing the same, exactly same, following the same process with the vaccine. We are trying to motivate private companies to produce this thing so that through our sort of purchasing from them. Why can't this be internationalizing? Why can't this be a common heritage of humanity? And I think this is the critical question we failed to address with HIV in terms of treatment, and partially because it affected a very stigmatized group of people, and it was very difficult to create a global consensus on it. Although, of course, there's a great global consensus to support HIV interventions, but up to a point. Let's not shake the boat and change the intellectual property rights. But this is affecting everyone. You are stigmatized or not. COVID is for everyone. Well, this is the moment, maybe not to fall back to the
HIV experience and use that model to engage with these discussions. I have few other things to say. Yes, but I'm really but sorry. No. What will I say is I can come back to those points in the discussion. Thank you. Merci beaucoup, Hakan. Je sais que je dois malheureusement essayer de garder un cadre pour, non seulement pour une question de timing, mais aussi une question d'équilibre entre les genres déjà, en termes de temps de parole. Mais on aura certainement l'occasion de revenir. En effet, les questions que Hakan et Gabriel ont amené, il y a des éléments qui sont à peu près les mêmes en Belgique, mais je me tourne maintenant vers Charlotte Pézeril pour te demander, pour voir comment est-ce qu'on peut contextualiser ces questions pour la Belgique. En effet, les enjeux géopolitiques et de participation citoyenne. Comment est-ce qu'il se passe pour la Belgique dans le contexte des crises sanitaires actuelles? Merci Paola, merci pour l'invitation. Avant de répondre directement à ta question, j'avais aussi envie de revenir sur Michel Foucault et les deux modèles de gestion des épidémies paradigmes, hein, comme il dit, qu'il avait déjà souligné. Avec le premier modèle qui s'est constitué autour de la lèpre et qui pour lui définit le modèle juridico-légal, et là c'est vraiment basé sur une logique d'éloignement, d'enfermement des malades et de définition, hein, de ce qui est interdit et de ce qui doit être exclu de la cité. Le second modèle, lui, se construit autour de la peste, et là, pour Foucault, c'est vraiment le début du modèle disciplinaire qui fonctionne très différemment puisqu'il se base plutôt sur le quadrillage de la cité, l'individualisation et la surveillance des malades. Donc on a d'un côté le lépreux qui va être anonymisé, exclu de la cité, alors que le pestiféré, lui, va être identifié, surveillé par l'État et il a l'interdiction de sortir de son domicile. Alors, bien sûr, le but avoué de ce déjà premier confinement, c'est de contenir l'épidémie, mais Foucault souligne aussi que ça permet l'utopie d'une société disciplinaire. Et là, je le cite, « La ville en danger de peste, c'est l'utopie de la cité parfaitement gouvernée. On oppose l'ordre absolu pour combattre le désordre de la maladie. » Et je trouve vraiment que lire ces lignes fait quand même écho à la situation actuelle, qui a là le premier confinement globalisé de toute l'histoire, hein, avec une majorité des pays qui avaient pris cette décision de confinement, même si la gestion politique actuelle échappe en partie au modèle de ces épidémies paradigmes. Et pour un petit peu affiner la comparaison, je vais revenir sur donc, les deux dimensions du biopouvoir que Nathalie nous a présentées en introduction, avec cette anatomopolitique, hein, du corps-organisme et la biopolitique en tant que telle. Alors si on part d'abord de la biopolitique en tant que telle, donc qui, pour Foucault, c'est vraiment les politiques de régulation, hein, qui s'appliquent au corps-espèce de la population, et c'est à partir du moment donc, où les vies humaines entrent dans l'ordre du savoir et du pouvoir. Pour qu'elles puissent entrer dans l'ordre du savoir, eh bien, il faut construire aussi des instruments de mesure et donc des sciences qui vont identifier, qualifier, mesurer les évolutions de la population. Alors là, bien sûr, et ça a déjà été dit là-dessus, la gestion du Covid, c'est un peu l'exemple paradigmatique de la biopolitique, avec vraiment la centralité des décisions politiques prises au nom de la science. Mais au nom d'une science qui est aussi réduite, hein, à l'épidémiologie et à la virologie principalement. Mais nous sommes quand même inondés, hein, quotidiennement de chiffres, du nombre de positifs, du nombre d'hospitalisations, etc. Et avec une prise en compte à très court terme de ces évolutions. Pourtant, on sait que le temps scientifique n'est pas le temps politique. Qu'en plus, l'estimation des risques est complexe. L'estimation des risques de transmission, mais les estimations aussi des mesures pour essayer de diminuer ces risques. Et avec des débats, hein, et des incertitudes parfois scientifiques, même si pour le Covid, la science est quand même allée très très vite
Vous rappelez que pour le VIH, on a mis 6 ans avant d'avoir des tests de dépistage, et donc voilà, toute l'identification du virus a pris beaucoup plus de temps, et derrière, bien évidemment, du dépistage et du traitement. Et bon, on le sait, hein, il n'y a toujours pas de vaccin. Mais je crois que là-dessus, l'enseignement principal de la lutte contre le sida, c'est vraiment de remettre aussi au cœur une politique de réduction des risques. De bien rappeler que ce fantasme du risque zéro n'existe pas, et qu'il faut surtout donner aux populations les moyens de réduire les risques en fonction de leurs possibilités réelles et de leur contexte de vie. Alors là, ça veut dire donner les moyens. Si on part des masques et de la saga des masques, il faudrait vraiment qu'il y ait quand même une étude là-dessus, parce que c'est assez fascinant. Et on l'a encore aujourd'hui, hein, on s'est rendu compte, les masques donnés par l'État belge vont être jetés puisqu'ils sont toxiques, qu'ils contiennent des nanoparticules. Mais avant même ça, on peut aussi parler de la non-gratuité, hein, de ces masques. Donner les moyens, on sait que les masques FP2, voilà, mais ils coûtent très très cher si on doit acheter tous les jours ces masques. Mais au-delà de ça, il faut aussi donc informer de manière cohérente, ce n'est pas toujours le cas, sensibiliser, mais surtout que la population comprenne et adhère à ces mesures. Pour que la population adhère, et ça Gabrielle l'a bien dit, il faut aussi d'une certaine manière qu'elle soit impliquée dans les décisions qui la concernent. Là, c'est aussi des choses sur lesquelles il y a de grandes améliorations qui peuvent être faites. Autre point, c'est que les études ont aussi montré que les individus ne font pas seulement face à un risque de maladie, mais qu'ils doivent aussi équilibrer et mettre en place des arbitrages entre des risques de pauvreté, par exemple, des risques de violence, des risques d'isolement et tout un autre ensemble de risques. On s'en rend compte maintenant. Quid de la santé mentale et quid, bien sûr, des inégalités sociales. C'est aussi un autre enseignement de la lutte contre le VIH, c'est en s'attachant à ces inégalités sociales et c'est en protégeant les plus vulnérables que finalement on protège l'ensemble de la société. Et c'est vrai que vis-à-vis du coronavirus, encore plus que le VIH, on a eu un peu cette illusion de l'égalité, hein, je reprends l'expression de Didier Fassin, avec en plus en Belgique une politique vraiment pensée, presque une politique familialiste, hein, pour des familles hétérosexuelles bien logées de classe moyenne. Et donc les mesures elles-mêmes ne tiennent pas compte. On peut parler des populations en rue, des familles monoparentales, des sans-papiers, des jeunes, des femmes enfermées dans un contexte de violence ou dans des appartements minuscules. Et donc, nous ne sommes pas égaux face à la pandémie, mais nous ne sommes pas égaux non plus face à sa gestion politique. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est là plus sous l'angle de cette gestion disciplinaire de l'épidémie, avec toute la balance entre responsabilisation des individus ou criminalisation. La responsabilisation, elle suppose de faire confiance aux individus et à leur capacité de faire des choix éclairés, rationnels, en fonction de leur situation, plutôt que d'imposer des comportements adéquats et de sanctionner dès que ces comportements sont transgressés. Alors là aussi, la lutte contre le sida a bien montré que la criminalisation, non seulement donc la criminalisation là, des comportements à risque, non seulement n'assure pas l'évitement de ces comportements, mais même tend plutôt à entraver les comportements préventifs. Alors sur la criminalisation du risque de transmission de Covid, on a déjà dans le monde des centaines de cas recensés, principalement des cas pour des condamnations pour le fait d'avoir craché ou toussé sur les forces de l'ordre. Mais en fait, le gros de la criminalisation pour le Covid, et ça c'est très différent du VIH, c'est que ça touche principalement au non-respect des règles de confinement, de semi-confinement ou de déconfinement. Il y a eu une étude là, faite par le parquet. Il y a eu plus de 100 000 infractions enregistrées aux arrêtés Covid. Et là, je dis, c'était en novembre 2020. Et en moyenne, ce qui fait qu'un Belge sur 100 serait devenu un délinquant.
Donc là, déjà, il faut aussi se questionner quand une telle proportion de la population se retrouve sanctionnée. On peut aussi parler de la surveillance. Je n'ai pas le temps là de développer, mais c'est aussi intéressant de voir tout le tracing qui est mis en place autour de la population. Et donc, il pose des questions aussi en termes de vie privée et de garantie de cette vie privée. Tout à fait. Et puis, ces règles donc, sont complexes, sont très nombreuses et sont adoptées en plus sans débat dans les parlements, au nom de cet état d'exception qui se prolonge. Et donc, pour conclure, le Covid, c'est à la fois donc, le symptôme d'une biopolitique épanouie, avec la régulation par les taux d'incidence, etc., d'une gouvernementalité des corps où chacun s'autocontrôle, on intériorise les contraintes, on va même stigmatiser le comportement des autres, voire dénoncer ses voisins s'ils invitent des amis, et même les débats deviennent des fois compliqués autour de ces mesures. Mais en même temps, ça a été dit, c'est dans un contexte de délitement des institutions, de l'hôpital en premier lieu, mais on pourrait parler d'autres institutions, mais aussi de réaffirmation de la contrainte. Il y a encore de l'enfermement, de la restriction au déplacement, des amendes, de la surveillance et des violences policières. Je le dis très rapidement, ça a aussi impacté le contexte actuel de ce confinement et violences auxquelles on devrait aussi être attentif. Voilà, beaucoup, Charlotte. et je vais m'arrêter là. Oui, merci. Merci beaucoup, Charlotte, pour effectivement, c'est un épanouissement de la biopolitique qui pose énormément de questions sur les moyens qu'on a aussi pour répondre à ça et effectivement en faire quelque chose dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Après ces premiers tours de parole, ces interventions en guise d'introduction, j'ai quelques questions qui nous sont parvenues de la part de David Paternotte et du groupe des doctorants qui suivent ces débats. Et j'aurais eu envie peut-être de commencer par une première en lien avec l'intervention de Charlotte Pesseril, mais ne te sont pas obligés, Charlotte, de répondre. Je pense qu'elle peut être répondue par vous. Charlotte mentionne les rôles des chiffres et la statistique, comme l'a déjà montré Foucault. C'est des outils anciens, les statistiques sont des outils anciens de contrôle de population. Alors, est-ce que quelqu'un aurait envie d'approfondir cet aspect, le rôle des statistiques comme outil de contrôle des populations? N'hésitez pas à lever la main, comme ça je peux vous voir, et à aussi activer votre micro si vous l'avez coupé. I think if I just say something about that, and I think the issue here is also we need to consider all that within the context of emergency logic. I mean, this is all unfolding as an emergency intervention to the societies across the world. So in some ways, emergency means that we are dealing with populations at this level. So in that sense, everything is statistically measured, and everything we are actually sort of looking at success stories, whether we achieve as politicians something good or bad, it's all numeric, how many people we are reaching. So it's also framing the public understanding of what is going on. If you look at the discussion between vaccinations in the UK and vaccinations in Europe, in that who vaccinated most debate, you're actually losing the whole different model of rolling out vaccinations. One solidaristic versus much more sovereign control over UK sort of vaccine stocks. And I think it's quite a dangerous debate in a way. It is using the numbers because it's hiding the actual political decisions and social implications of those decisions in social relations. And I think, I mean, even the papers everywhere talking about 600,000 vaccines arrived in Ghana, great success. Well, is it? I mean, why is this a success? A year on, people not being targeted properly. Why are we focusing these numbers? My explanation is that I think emergency logic helps it to be deployed much more directly to control politics.
Merci beaucoup, Hakan. Charlotte, oui, vas-y. Oui, merci. Oui, tout à fait. Et peut-être juste rajouter que ces statistiques, et ça dépend, c'est pour ça que je disais c'est aussi très court-termiste, ça dépend d'où on part. Je veux dire, quand on nous dit il y a une baisse ou une augmentation de 20 ou de 40%, oui, enfin, si on compare à la semaine d'avant, enfin, je veux dire, il y a toute une logique aussi, on construit ces statistiques. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Et ces statistiques de mortalité, c'est quand même très, très anxiogène. Et j'en profite pour dire, on peut parler de biopolitique, on peut aussi parler de nécropolitique, là plus dans le sens d'Achille Mbembe, avec, là, c'est la gestion de la mort des populations. La gestion de la mort et la gestion de l'indistinction entre la mort et la vie, avec, bien voilà, ça a été dit, des gens qui sont morts seuls, des proches qui n'ont pas pu accompagner des membres de leur famille, enfin, je veux dire, c'est des implications importantes aussi en termes de comment on fait société, et c'est aussi toute la politique du tri qui a pu se mettre en place dans les hôpitaux et qui est là aujourd'hui sur la vaccination, que ce soit à un niveau national ou global, comme l'a très bien dit Hakan. Merci beaucoup, Charlotte. Effectivement, je ne sais pas si Gabriel ou Nathalie, vous souhaitez encore intervenir sur cette question des statistiques. D'accord, bon, il y a d'autres questions que j'ai vraiment envie de vous en poser d'autres, puisqu'effectivement, ce que vous évoquez éveille effectivement des préoccupations bien actuelles. Encore une question que David Paternotte nous soumet. Foucault a aussi utilisé les concepts des disciplines. Est-il pertinent et comment, dans le contexte du Covid, pour penser les rapports au corps, au genre et à la sexualité? On a eu déjà quelques éléments de réponse, mais je pense que c'est intéressant peut-être d'approfondir. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous souhaite s'exprimer en premier. Nathalie. Oui, je vais prendre la parole en premier, mais moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce concept de discipline, il est toujours opérant. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi dans ma petite introduction. Effectivement, cette biopolitique du Covid, elle met dans des disciplines à la fois de renégociation des rapports entre personnes. Donc, je veux dire, rien que cette idée de présentiel et de distanciel qu'on vit déjà ici, on est à la fois là et en même temps on n'est pas là en présentiel. La question du présentiel demande comme ça une mise en discipline des corps sur la question de la distance, sur la question du port du masque, sur la question du lavage des mains, toutes ces questions-là. Et pareil, même pour les questions de distanciel, c'est la même chose. On doit en fait apprendre une nouvelle grammaire d'interaction entre les humains. Donc, je veux dire, il y a clairement là une question de discipline et il n'est pas rare quand vous débarquez dans une espèce de réunion en ligne ou de colloque en ligne qu'on vous rappelle en fait pas forcément les règles de sécurité, mais les règles de l'interaction. Donc, je veux dire, on est clairement dans une remise en discipline, c'est-à-dire on ne cesse jamais d'être soumis en tant que corps à toute une série d'injonctions disciplinaires sur comment on doit se comporter vis-à-vis des autres. Et je pense qu'on est tous les jours, depuis qu'on a commencé cette longue crise, tous les jours soumis en fait à une réactualisation, ou en tout cas une réactualisation de ces injonctions corporelles. Alors sur la question du genre et des sexualités, effectivement, et Charlotte, tu l'as bien dit, on voit un familialisme qui est complètement, je dirais, aberrant, c'est-à-dire qu'on a considéré que ce qui permettait de contenir l'épidémie, c'était le confinement, mais surtout un confinement en cellule familiale, la famille étant par défaut, en fait, la famille hétéronormative. Donc papa, maman, enfant, et dans une maison bien propre, bien rangée, bon, et avec évidemment un jardin où on pouvait prendre l'air. Enfin, il y a quelque chose je ne sais pas si c'est délirant, parce que là, ce serait évidemment imbécile de ma part, mais en tout cas, il y a un aveuglement, je veux dire, certainement un aveuglement face à cette mise en discipline. Donc, en plus de devoir intégrer cette nouvelle discipline des corps entre nous, et là, on sent que c'est une biopolitique, puisqu'on sent qu'on est des corps indistincts, tout corps indistinct, je veux dire, indépendamment qu'on soit jeune, vieux, femme, homme, etc., nous devons nous soumettre au lavage des mains, au port du masque, à cette distance. Et pareil, en distanciel, nous avons des règles. Mais alors, par contre,
quand il s'agit d'être confiné ou de sortir de confinement, il y a des injonctions en familialisme qui sont effectivement voilà, qui sortent un peu d'un autre siècle. Et donc oui, forcément, ça impacte la question du genre, ça impacte la question des sexualités, et ça impacte, je dirais, de manière générale, les questions de genre et de classe. Donc, et Charlotte, tu l'as bien dit aussi, hein, voilà, toute la question des violences envers les femmes, on a vu qu'elles ont, évidemment, ça ne s'est pas arrêté, mais les chiffres ont bondi, la violence envers les enfants aussi. Et donc, on voit que se rejoue à travers cette crise du Covid toute une série, enfin, les inégalités sont criantes. La crise devrait faire office de révélateur, mais en fait, l'injonction biopolitique, c'est une injonction au familialisme. Hein. Donc, finalement, soignez votre famille, ça ira mieux. Donc, oui, c'est assez interpellant. Donc, voilà, je ne vais pas prendre trop de place, mais si quelqu'un veut réagir... Merci Nathalie. Je pense que j'ai vu une main. Charlotte, s'il te plaît. Tu peux... Oui, rapidement, hein, je veux pas. Non, je pensais aussi, quand Foucault parle de discipline, il parle de la normalisation, on en a déjà parlé, mais aussi de la subjectivation. Et je pense aussi, et ça va vraiment dans ce que vient de dire Nathalie, le fait, enfin, je veux dire, ça change profondément notre rapport aux autres et notre rapport au monde. Le fait de ne plus s'embrasser quand on se croise, de ne plus se serrer dans les bras, enfin, ou moins, ou genre une personne de la bulle, je pense qu'on ne mesure pas l'impact. Pour nous, alors les personnes âgées disent, certaines ont même dit, j'ai plus souffert de ça que d'autres choses. Pour les plus jeunes qui se construisent avec ça, on va voir, mais je pense, voilà, en termes de subjectivation aussi, cette discipline des corps et d'une manière d'être avec les autres va profondément nous impacter. Et deuxième chose à laquelle je pense en termes de discipline, là de manière plus collective sur le genre, ça a été aussi la discipline. Comment on a défini les métiers dits essentiels? Ça aussi, c'est très intéressant. Hein, par exemple, la culture, et c'est un combat aujourd'hui pour rendre compte comment la culture est essentielle. En confinement, qu'est-ce qu'on a tous fait? On a écouté de la musique, on a lu des livres, et donc, à la fois, on s'est rendu compte que c'était ça l'essentiel, et en même temps, on ne donne toujours pas encore aujourd'hui les moyens à ce secteur, si on peut parler de secteur. Mais il y a ça, et il y a aussi qui avait ces métiers dits essentiels? Ben, principalement, c'était des femmes, et principalement des femmes racisées. Donc c'est ça aussi. Qui est allé en première ligne? Qui a pris les risques en soignant les infirmières, les enseignantes, etc. Donc là aussi, c'est des inégalités criantes qu'on retrouve et vis-à-vis desquelles il y a eu quand même un certain, je trouve, déni ou en tous les cas une certaine invisibilisation. Akan, s'il te plaît. I was just going to add and ask the question. I mean, the sexuality and gender are very important parts of the discussion, but how about race? And of course, Charlotte just mentioned it. Of course, the problem with over-medicalization of the approach is that all differences are reduced to being human being and having potential to catch the disease. And age seems to be one differential, but all others seem to have disappeared in terms of how people are experiencing the disease. Intersectionally, being certain sexuality, certain gender, and being different race or ethnic group in the same society. And that sort of is very difficult to bring it out because we are pushed down to say, oh, this is the disease affecting everyone. Just wear your mask, have a distance. But what does that mean in a very crowded household where there's no outside space? And that's not because of how are they going to engage with it? What is it for their lives? So all that discussion, unfortunately, since last March, seem to have disappeared. Totalement. Oui, tout à fait. C'est effectivement une préoccupation qui ne doit pas quitter. On ne doit pas oublier d'être vigilant par rapport à cela. Merci Akan pour nous rappeler cela. Je ne sais pas si peut-être Gabriel a envie de réagir ou d'enchaîner, ou peut-être on passe à une autre question. D'accord. Justement, Charlotte, dans son introduction, parlait de l'argument de la science en majuscule,
et au singulier, qui est souvent invoqué dans les débats publics, que ce soit les experts eux-mêmes, les politiques ou les médias. Alors, qu'en pensez-vous en regard de votre expérience sur les VIH-Sida et peut-être aussi plus spécifiquement en quoi elle s'oppose ou elle se hisse sur les savoirs, les expériences des patients, de la citoyenneté, peut-être une question, une invitation aussi à Gabriel à nous dire comment est-ce qu'il voit la différence entre science, savoir consacré, scientifique, et les savoirs des personnes concernées ou de la population en général. Oui, je remets mon micro. Merci. Oui, voilà. Merci pour la question. Effectivement, j'en ai un peu parlé. Et c'est sûr qu'on a vu, et je trouve que ça a été peut-être une leçon collective à une échelle de masse, de voir que la science, en fait, c'est pas du tout un processus simple et tranquille, que c'est beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'hypothèses qui sont pas toujours confirmées. Et c'est sûr que c'est très déstabilisant parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas trop envie on ne sait pas trop ce qui se passe sous le capot de la voiture, disons, et on n'a pas forcément envie de le savoir. Et là, d'un seul coup, on voyait en temps réel les hésitations, les doutes, les emportements, mais aussi un certain nombre de personnes, de charlatans, en fait, qui ont profité de la situation pour vendre tel et tel produit miracle ou telle et telle approche. Et donc, ça donne une image de la science, à mon avis, plus réaliste. Et c'est à partir de ça qu'il faut travailler, à mon sens, pour montrer que on a besoin de transparence, on a besoin de mieux comprendre les processus de comment la science se fabrique, mais donc, selon moi, on a besoin aussi d'associer mieux les citoyens, la société civile, à la manière dont elle se fait. Alors, pas nécessairement pour choisir quel traitement il faut donner pour les personnes atteintes du Covid, mais par contre, on vit tous une réalité collective. Il y a des recherches qui se font actuellement sur l'impact du confinement, sur la santé mentale, sur tout un tas de dimensions, sur le recours aux soins. Eh bien, il me semble que là-dessus, on pourrait imaginer de plus grandes alliances en fait, entre chercheurs et citoyens pour s'aider à mieux saisir ce qui se passe, peut-être éclairer des angles morts que la science ne voit pas, notamment les enjeux d'intersectionnalité qui sont pas toujours si simples à mettre en avant, pas toujours si simples à faire entendre. Justement, peut-être que le regard des personnes concernées, dont je parlais dans mon intervention, permettrait de donner cette dimension en plus d'une science participative, d'une science citoyenne. Et puis, donc, il y a cette dimension de la fabrication de la science, puis il y a la dimension de la circulation des informations scientifiques. Et je trouve que là aussi, on a vu l'écart en fait entre le souhaitable et le réel. Et il y aurait vraiment des choses à imaginer pour faire des ponts entre des chercheurs qui ne sont pas toujours les meilleurs communicateurs et puis la population qui a soif de comprendre, de saisir, de s'approprier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gabriel. Et alors, le mot intersectionnalité a été évoqué tout récemment dans cette dernière intervention. Et donc, si on ajoute race, on pourrait aussi poser la question des rapports de classe, avec l'impression que la gestion de la crise est surtout une question des classes moyennes. Donc, c'est une question, enfin plutôt un commentaire de David Paternotte. Je ne sais pas si vous souhaiterez réagir à cela. Peut-être pour commencer à tout doucement conclure et... Donc pour la question de race, de classe plutôt, pas d'intervention. I think class is really important, but I think it's not the only thing. It's just that I think why class is a important issue. I think we need to think about. Because it is located in the center of inequalities which are reproduced over time, locating certain people, certain groups' interests as the real interest of the entire society. It's a claim about how the society should be. In that sense, I think class is a great big issue. I mean, people here you hear people are giving advice saying that, oh, if you are too bored, why don't you, maybe you should go and do gardening. Well, what if most people don't have gardens? What does that mean? Or just you should eat, exercise, etc. Well, if you have
single mother with a lot of children. So what does that even mean? I mean, I think there's a certain class blindness, but it is part of the existing inequality structures and how they inform both research and politics. It's that's the only way to read it. And the intersectionality of it is, of course, they're also blind to fairly racially and ethnically differentiated experiences. Mm-hmm. Nathalie? Oui, je vais aller dans le sens d'Akan, mais effectivement, je crois, je vais dans le sens d'Akan et je suis d'accord. Enfin, je rejoins ce que dit David. Hein. Effectivement, on est dans un problème de classe moyenne et c'est vrai que les médias, en tout cas en Belgique, nous ont un peu abreuvés sur, à la fois des injonctions. Je me rappelle au mois de mai, faites votre pain vous-même, faites votre jardin. Enfin bon, bref, allez vous promener. Donc toutes ces injonctions à cette espèce justement de corps un peu pensé comme étant parfait, hein, c'est-à-dire un corps sain, toujours qui mange correctement, enfin qui s'aère, qui fait des choses par soi-même, donc ne jamais rester oisif. Hein, donc il y a cette espèce d'injonction à toujours être productif, comme ça. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et en même temps, il y avait aussi des reportages aussi un peu ahurissants sur mon Dieu, on ne pourra pas aller au ski cette année. Et on se dit, mais qui peut en fait aller au ski en Belgique? Qui peut se payer le ski? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une expérience que tout le monde connaît et que tout le monde va regretter? Donc là, il y avait quelque chose effectivement qu'on peut lire sous l'angle de la classe, mais qui en fait n'occupe pas que le champ de la classe, quoi. Donc c'est là où je rejoins assez Akan, c'est qu'il suffit pas forcément d'être dans la classe moyenne pour pouvoir se payer le ski. Enfin, il y a toute une série d'imbrications, d'articulations avec d'autres régimes d'inégalité qui jouent comme ça, mais à partir desquels on a effectivement eu des injonctions normatives. Et donc, est-ce que finalement, cette crise n'a pas été aussi l'occasion pour certains de se dire, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais je ne suis jamais allée au ski, et peut-être que du coup, ça... Enfin, il y a aussi, je pense, c'est peut-être ça aussi qui participe à cette déprime un peu une totale, et je rejoins ce que disait Charlotte sur la nécropolitique, la gestion des morts, et en plus, on a ces injonctions à être dans cette normalisation de la classe moyenne où à la fois on a du temps libre, à la fois on doit être productif même dans son temps libre et à la fois on doit aller en vacances. Enfin, donc il y a une espèce d'agenda comme ça quotidien qui nous enjoint et toujours tout ça dans un corps bien dressé, bien discipliné et qui respecte toutes les règles et qui a tout compris aux règles qui ont été expliquées la veille au soir, quoi. Donc il y a quelque chose d'extrêmement serrant, enfin, je veux dire, c'est un corset très serré en fait. Et c'est pour ça que effectivement le concept de biopolitique il est toujours très pertinent. Merci. Merci à toi, Nathalie, pour cette intervention. Qui sera peut-être... Oui, Charlotte, vas-y. Non, mais pour rigoler, je disais, et en plus, il faut faire du golf ou du kayak. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez notre première ministre qui avait dit ça. Les premières activités qui ont été autorisées à l'ouverture du confinement, c'était celle-ci, ce qui est aberrant, enfin, ce qui est incroyable quand même. Mais oui, et puis on se disait aussi, il y a des faillites, on sait qu'il va y en avoir encore plus. Il y a des gens, les files pour les colis alimentaires s'allongent, que ce soit pour les étudiants, on le voit dans nos universités, mais même, je veux dire, d'autres, que ce soit la Croix-Rouge, témoignent aussi de l'explosion des besoins alimentaires primaires. Donc je pense qu'effectivement, la question de la précarisation est assez, enfin, elle va l'être de plus en plus, parce que là, malheureusement, les effets vont perdurer encore, probablement. Nathalie Grandjean. Je vais juste encore ajouter une chose, désolée, mais effectivement, et c'est là où, je reviens sur le débat sur la question, la place de la science, hein, la science comme étant à la fois ce qui doit guider les politiques, hein, donc conseiller les politiques, le politique tranche. Alors la science qui apparaît prédominante, et je ne suis pas forcément en train de les récuser, mais donc c'est effectivement la biomédecine ou les biostatisticiens qui nous servent des modèles, et ils font ça très bien, mais en même temps, on voit que pour répondre à des problèmes d'inégalité, ils sont... Enfin, je veux dire, ce n'est pas un schéma de biostatisticien qui permet de comprendre comment, effectivement, on va pouvoir, prendre en considération ces problèmes d'inégalité qui vont devenir structurels. Et donc, c'est là où, je voulais rajouter, quelle science ?
Hein, donc c'est pas et ça je trouve que c'est effectivement une très bonne entrée aussi dans ce débat sur la biopolitique. Il ne s'agit pas de se demander pourquoi la science ne fait pas de place aux citoyens, mais pourquoi finalement on ne considère pas qu'il y a plusieurs types de sciences avec plusieurs types de rationalité, plusieurs types de mise en objectivité du réel aussi, hein, et qui après nous engagerait à fabriquer évidemment une science citoyenne ouverte, mais une science, je ne sais pas si pluraliste est le bon mot, mais en tout cas une science qui offre plusieurs points d'ancrage d'objectivité et qui nous permettrait du coup de ne pas forcément à la fois jeter la science en disant on en a ras-le-bol, c'est parce que c'est trop normatif ou bien ça ne correspond pas au réel, ou en même temps dire avec la science qui a raison. Parce que ça, moi j'observe quand même qu'on est dans une tension. On a le Premier ministre qui fait venir deux biostatisticiens qui nous dit voilà, hein, la science a parlé, et en même temps on a aussi on a une poussée, comment dirais-je, certaines parties de la population qui disent non, la science c'est bon quoi, ça suffit, c'est un discours autoritaire et donc c'est pas possible de devoir obéir en fait. Donc c'est vu comme un système autoritaire parce que justement c'est présenté comme une espèce de monolithe, hein, qui exprimerait le régime des faits sans discussion, et avec le politique qui simplement choisit ce qui lui convient dans le régime des faits en termes d'opérationnalisation. Donc moi j'appellerais aussi à un peu comme Gabriel, hein, ouvrir à une science participative et aussi une science qui permettrait de prendre en compte différents points de vue, différents points d'ancrage d'objectivité, hein, qui permettrait après de relire le réel à partir de différents points de vue. Voilà, en termes de recommandations pour la science, pour les sciences même plutôt. Tout à fait, une recommandation pour les sciences, les scientifiques, mais aussi pour nos décideurs, nos gouvernants qui pourraient peut-être considérer que la science est plurielle et là aussi un ancrage sur des connaissances et des savoirs des citoyens, des citoyennes, et effectivement, pourquoi pas aller chercher cette science-là, cette science plus citoyenne et plus inclusive, pour imaginer ce monde après, ces post-Covid dont on parle et qu'on doit encore dessiner. Pourquoi pas aussi en faisant un exercice de retour en arrière sur les enseignements que des épidémies précédentes nous ont apportés, comme celle du VIH-Sida, qu'on a pu un peu brosser, enfin, dans le parallèle avec la situation actuelle, nous avons pu brosser brièvement et très superficiellement. Mais en tout cas, je vous remercie à vous tous, nos panélistes de ce soir. C'était vraiment très enrichissant de vous entendre, très court malheureusement, mais je pense que vous avez vraiment planté des petites graines, des questions dans les têtes de notre public, et j'espère qu'effectivement ces questions vont pouvoir être débattues et mise en examen et en dialogue dans les différents espaces que nous souhaitons renforcer à travers, pour l'instant, des réseaux sociaux, mais qui sait peut-être dans quelques semaines et dans quelques mois, autour d'un verre, dans un cadre convivial que nous attendons tous et toutes. Voilà, je vous remercie encore une dernière fois. Je vous remercie, vous, le public qui nous suivait un peu en différé, l'équipe des doctorants de l'atelier genre et sexualité, David Paternotte, qui a contribué à travers cette messagerie instantanée à ces échanges. Avant de nous quitter, je vous laisse en compagnie d'une vidéo, une découverte pour ma part de Echt Band, un groupe bruxellois que je vous souhaite, dont la découverte, j'imagine, va vous plaire. Enfin, j'espère en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, une dernière fois, je vous remercie et j'espère vous voir nombreuses et nombreux à un prochain rendez-vous, le dernier rendez-vous de cette campagne. Merci beaucoup et bonne soirée.